C'est l'heure du bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et bienvenue dans le Grand Journal. Comme tous les mercredis, vous êtes essayiste. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment d'Encore debout, La République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire. Rachel, le ressortissant franco-israélien Ouad Yahalomi, Zichrono Livracha, a été enterré aujourd'hui. On l'a écouté dans le journal avec un cortège funèbre qui l'a accompagné de la morgue de Rishon LeZion jusqu'au cimetière du kibbutz Nir Oz où il repose désormais. Et hier, le président du Sénat et toute la Chambre haute lui ont rendu hommage. On va écouter Gérard Larcher. Comme de trop nombreux otages, il ne reviendra pas auprès des siens. Nous pensons à ses proches, à son épouse, à ses enfants particulièrement. Nous avions, chez Roger Carucci, rencontré sa famille à plusieurs reprises ces derniers mois pour leur dire notre soutien. Avec 50 victimes de nationalité française, la France est, après Israël, le deuxième pays le plus touché par l'attaque terroriste du 7 octobre. Souhaitez que nous ayons une pensée pour lui et pour toutes les victimes de ce massacre au début de cette séance. Rachel, cet hommage de la France aux victimes franco-israéliennes du 7 octobre est d'autant plus remarquable que d'autres paroles, d'autres mots politiques de soutien ont parfois manqué ces derniers mois. Oui, absolument. C'est vrai que souvent, et depuis 7 octobre notamment, on entend plutôt un silence où on voit plutôt des personnalités politiques qui tournent la tête, qui tournent le regard. Et là, on peut saluer que le président du Sénat ait eu ces mots, en fait. Ces mots non seulement pour notre otage qui est mort entre les mains du Hamas, terrorisme islamiste, mais aussi pour ces 50 victimes et surtout ces mots qui remet le réel en place, c'est-à-dire que la France est le deuxième pays victime de ce massacre, de ce pogrom du 7 octobre. Et que ça n'est pas seulement une affaire israélienne finalement. Et pas du tout. C'est pas du tout une affaire israélienne, c'est une affaire du monde libre. Et la France, en tant que démocratie libre et qui se bat pour la démocratie donc et pour la liberté, eh bien de fait se retrouve finalement en première ligne de ce combat contre le Hamas, mais aussi le djihad islamique, mais aussi le Hezbollah et l'ensemble des groupuscules islamiques à travers le monde. Rachel, on s'intéresse à présent toujours à l'actualité internationale, mais désormais côté européen. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir devant les Français à propos de la situation internationale. Il y sera sans doute question du réarmement de l'Europe, de l'édification d'une Europe puissante. Ce sont les mots à la mode dans le débat public ces derniers jours. Des efforts qui doivent s'accompagner, selon vous, d'un réarmement idéologique. Sur quel sujet en particulier et quelles sont les urgences en la matière ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, comprendre les combats qui sont les nôtres et comprendre les défis qui sont les nôtres, et notamment en matière de réarmement français, mais de réarmement de l'ensemble de l'Europe, si on ne comprend pas le sens. Ça veut dire que la guerre, en tout cas préparer la paix, a un sens. Et ça ne concerne pas que les frontières européennes, ça concerne aussi les frontières idéologiques. Donc c'est pourquoi cette semaine, j'ai été un peu perturbée. Évidemment que on se bat aux côtés de l'Ukraine par rapport à tout ce qu'elle défend et notamment son territoire, mais on ne peut pas en fait choisir ces batailles dans ce cadre-là. Soit on est pour la démocratie et la liberté, soit on ne l'est pas. Et si on est pour la démocratie et la liberté, on doit l'être dans son ensemble, se battre aux côtés de l'Ukraine et se battre aux côtés d'Israël. C'est le même combat idéologique. Et donc vous trouvez que, alors que face à la Russie, on a l'impression qu'il y a peut-être en mettant de côté les deux extrêmes, qu'il y a une sorte d'union nationale pour combattre la dictature ou l'invasion et l'agression du territoire ukrainien par les Russes. Il y a une forme de deux poids, deux mesures quand il s'agit d'Israël et plus largement de la question israélo-arabe ou israélo-palestinienne. Oui, c'est-à-dire qu'on a ici, enfin en tout cas c'est un sentiment, peut-être que le président de la République dira autre chose ce soir, mais qu'on a un appel au cessez-le-feu à géométrie variable, à deux vitesses. Le cessez-le-feu est inentendable lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, et un cessez-le-feu d'un point de vue par rapport à Israël et par rapport aux groupuscules islamistes terroristes, finalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait, en gros, ne pas parler à Poutine et à Donald Trump quand il est dans des délires, mais en revanche, se retrouver à la table des négociations avec le Hamas et le Hezbollah. Ça, c'est inentendable parce que le monde libre est un. Et lorsque le monde libre est un, on doit faire front contre à toute forme
d'idéologie morbide, qu'elle soit du côté de Poutine ou qu'elle soit du côté du Hamas. Et d'ailleurs, le Proche-Orient est également un sujet de fracture entre Européens et Américains. Eh bien, bien sûr. Et puis Poutine a rencontré le Hamas. Et puis Poutine parle beaucoup aussi avec l'Iran concernant le nucléaire. Donc ça veut dire que la France doit être honnête dans sa bataille. Et pour être honnête, c'est qu'elle doit être transparente sur toutes les formes de bataille. C'est trop facile de choisir finalement une guerre. On se choisit une guerre qui serait un peu facile par rapport à la démocratie ukrainienne parce que ça n'a pas d'incidence sur notre territoire. Et on comprend bien en quoi la guerre par rapport à Israël et défendre Israël, par lâcheté au fond, parce qu'il y a des incidences au niveau de notre territoire et on le voit avec les pro-Hamas ou ce qui peut se passer dans les universités, il ne faudrait pas en parler. Rachel, vous suivez également de près. Je pense qu'il y a des liens entre ce que vous venez de nous dire et cette auto-crise, cette crise diplomatique entre la France et l'Algérie, ces éventuelles incidences dans le pays. Lors d'une interview accordée au Figaro ce week-end, dimanche dernier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a défendu une ligne dite de riposte graduée face aux autorités algériennes. C'est la plus efficace, selon lui. Un rapport de force que semble rejeter Emmanuel Macron, qui a souligné dans des propos rapportés là aussi par le Figaro, que, en particulier, l'accord de 68, l'avenir de l'accord de 68 était du ressort du président et uniquement du président. Deux salles, deux ambiances ? Peut-être deux salles, deux ambiances, mais au fond, moi, en fait, ces dialogues entre nos représentants ou ces débats entre nos représentants, je les trouve extrêmement dangereux. Je pense qu'on a une problématique au niveau de l'islam politique, au niveau des OQTF et au niveau de faire appliquer la loi. Après, ce que je refuse, c'est que nous ayons des citoyens, des co-citoyens d'origine algérienne qui soient amalgamés à tout ça et qui le vivent très mal. C'est-à-dire que l'ensemble des Français doit aussi se tenir aux côtés, en fraternité, auprès des gens qui sont d'origine algérienne et qui sont citoyens même plus que nous-mêmes et qui se retrouvent aujourd'hui amalgamés dans quelque chose de terrible, de donc dévastateur. L'absence de clarification de l'exécutif a un impact, une incidence et sur produit la cohésion finalement nationale, sur la cohésion nationale. Et je trouve que même nous, par rapport à ce qu'on a pu vivre depuis le 7 octobre, la montée de l'antisémitisme, les fractures identitaires, etc., nous devons nous tenir aux côtés des citoyens qui sont d'origine algérienne et qui n'ont rien à voir avec tout ça. Vous avez eu des retours autour de vous de personnalités dans cette situation-là qui souffrent de ces tensions politiques et des amalgames. Exactement, et notamment des médecins, des avocats, des artistes, des gens qui participent justement à faire avancer notre pays. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a certains propos qui sont intolérables, qui font des amalgames absolument délétères. En gros, on a l'impression qu'il y aurait une 5e colonne algérienne qui serait contre la France. Donc, il faut remettre... Ça nourrit le racisme, c'est ça que vous voulez. Totalement, ça nourrit le racisme. Et c'est en ça où, une nouvelle fois, l'extrême gauche et l'extrême droite nous mettent dans une situation catastrophique pour les Français quand on pense en tant que républicains et en tant qu'Européens. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Encore debout, la République à l'épreuve des mots. Bon après-midi, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Steve.